9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio avec dans notre seconde partie. Et vous pourrez continuer de réagir comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous étiez très nombreux à nous appeler au 0826 300 300 avec Manu, bien sûr, sur l'Algérie. France-Algérie, le double aveuglement. Je reçois Xavier Driancourt. Bonjour. Bonjour. Vous avez été 2 fois ambassadeur de France en Algérie. Oui. Et vous revenez en détail sur, c'est ce qu'on va voir, le double aveuglement du côté en fait français comme du côté algérien. Oui. C'est vrai, sur nos rapports qui sont compliqués, toxiques depuis, dites-vous, notamment l'accord qui avait été signé, les accords d'Évian en mars 62. Oui, ce que je veux expliquer dans ce livre, c'est qu'effectivement cet aveuglement français vis-à-vis de l'Algérie, parce que ce double aveuglement, c'est un aveuglement algérien, mais surtout un aveuglement français, un aveuglement diplomatique vis-à-vis de l'Algérie et un aveuglement en politique intérieure, puisqu'aujourd'hui on découvre les réseaux algériens, la mosquée de Paris, le rôle des consulats, etc. Ce que je veux expliquer, c'est que cet aveuglement ne date pas d'hier, il date de 62, de la négociation des accords d'Évian, parce qu'on oublie simplement que à l'été 62, les signataires des accords d'Évian ont été balayés par le FLN, par Boumedienne, quelques mois après, en juillet 62. Et que donc, les interlocuteurs que la France a depuis 62 ne sont pas les signataires des accords d'Évian. Oui, ils ne sont pas. Oui, c'est-à-dire que ils ont été écartés dès l'été 62. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé, le fait qu'ils aient été changé. Le fait que ceux que nous avons eus en face de nous comme interlocuteurs à partir de juillet 62, ce sont des gens qui n'étaient pas d'accord avec les accords d'Évian. Les accords d'Évian qui, on le rappelle, devaient normaliser progressivement nos relations entre les deux pays. Devaient consacrer l'indépendance de l'Algérie d'abord, et puis prévoyait une coopération entre les deux pays, parce que le général de Gaulle pensait qu'il fallait construire quelque chose de nouveau avec l'Algérie. Oui. On l'a construit, mais ça a été compliqué. On l'a construit, mais dans ce que j'appelle ce double aveuglement, c'est-à-dire que nous avons été parfois aveugles, parfois naïfs, parfois complaisants vis-à-vis de l'Algérie depuis 1962. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir, c'est ça, en fait, là-bas. Oui, à partir de là, et je cite une phrase du général de Gaulle qui dit il faut faire comme si on avait en face de nous un pouvoir algérien légitime et démocratique. Il faut faire comme si. Oui, parce que jouons le jeu. Oui, on joue le jeu. Alors après, est-ce que on a eu des occasions manquées de cesser justement ce double aveuglement, comme vous le dénoncez, Xavier Driancourt? Oui, il y a eu peut-être il y a eu plusieurs périodes dans cet aveuglement. Il y a eu De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu ensuite l'enthousiasme des socialistes et de François Mitterrand avec Claude Chesson, ministre des Affaires étrangères en 1981, où on est allé renégocier à la hausse le prix du gaz algérien. Et puis il y a eu là, à la fin du mandat de François Mitterrand, sans doute une prise de conscience qu'on était allé trop loin. Il y a eu la guerre civile algérienne, les moines de Tibérine, le détournement de l'Airbus d'Air France. Puis à autre occasion manquée, c'est à la période de Jacques Chirac, le premier septennat de Jacques Chirac, où il y avait la volonté de négocier un traité d'amitié avec l'Algérie. Et puis Chirac, il faut le rappeler, s'entendait très bien et avec Bouteflika et avec Hassan II, puis Mohamed VI. Il allait passer ses vacances au Maroc. Il avait de bonnes relations avec les deux. Donc on a raté toutes ces occasions. Et puis ensuite, on a été pris dans l'engrenage ou dans le piège tendu par l'Algérie, piège où on nous a enfermés dans une double problématique, l'immigration, les visas et le mémoriel. Et pourquoi en fait piège? Parce que les Algériens avaient vu que le pouvoir algérien, en tout cas, avait vu que ce sont nos deux points faibles, en quelque sorte. La question de l'immigration,
Oui. avec celle des accords de 68. Et puis la question de la mémoire, de la repentance, des excuses. Mais Jacques Chirac vous avez évoqué Jacques Chirac, il avait entamé justement ces discussions. Il avait entamé un peu cette démarche, mais sans aller vraiment jusqu'à la reconnaissance. Il s'est rien passé de très net sous le septennat de Jacques Chirac. C'est seulement à la fin qu'il y a eu un de mes prédécesseurs à Alger, Hubert Collin de Verdière, puis Bernard Bajolet, qui ont eu des mots assez forts sur les massacres de Sétif en 1945. Ouais. Et par la suite, même chose avec Nicolas Sarkozy, comme avec François Hollande, comme ensuite avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Là encore, on n'a pas eu des opportunités d'essayer d'aplanir un petit peu les choses? Non, parce que dans le fond, nous avons été vraiment enfermés, piégés dans cette problématique algérienne que les Algériens, que le pouvoir algérien, mémoriel et les visas. Et nous n'avons pas réussi à en sortir. Et puis Emmanuel Macron, à partir de 2017, lui, a accentué cette politique avec sa phrase sur la colonisation, contre l'humanité. Et les Algériens se sont dit, mais c'est du pain béni pour nous d'avoir un président qui s'excuse comme ça. Oui. Et par la suite, ce qui a conduit aux tensions en fait actuelles, c'est que finalement, donc, il a prononcé cette phrase. Oui. Il n'y a pas eu de réponse du côté algérien. Non, et il n'y a pas eu véritablement de suite. Et ça a été enflammé ces derniers temps avec la déclaration sur le Sahara. Il y a eu la reconnaissance pour le Maroc, quoi, en fait. Le pari algérien qu'a fait Emmanuel Macron à partir de 2017 s'est transformé en piège. Une nouvelle fois, parce qu'il n'y a pas eu de retour du côté des Algériens. Tous les gestes mémoriels qu'il a fait, les Algériens ont qualifié cela de goutte à goutte mémoriel. La formule est quand même assez jolie, le goutte à goutte mémoriel. Et finalement, il s'est dit, il faut sortir de ce piège. Regardons du côté du Maroc. Et c'est là où le Maroc a très bien joué, parce que dans le fond, il a mis un peu ses conditions. Il a dit, faites comme les États-Unis et comme l'Espagne, on se réconciliera si vous reconnaissez la marocanité du Sahara. Xavier Driancourt, vous avez été ambassadeur à 2 reprises. Vous allez nous rappeler en fait ces périodes, mais comment vous sentiez, vous, le pouvoir algérien, en fait, à l'égard de la France à ces périodes? On rappelle les périodes. Où vous avez été. J'ai fait le quinquennat Sarkozy, 2007-2012, comme ambassadeur, et puis les 3 premières années du quinquennat Macron, 2017-2020. Alors, ce sont 2 périodes complètement différentes qu'on ne peut finalement pas comparer, parce que la première période, c'était Bouteflika, triomphant, en bonne santé, qui dirigeait le pays, et il y avait des espaces de discussion avec lui. La deuxième période, j'avais un Bouteflika mourant, malade, qui ne parlait plus, qui ne recevait plus personne. Et puis après, il y a eu l'année de cette révolution, le Hirak, comme on l'a appelé là-bas. Et puis Tebboune et la reprise en main du pouvoir par les militaires. Et là, il n'y avait aucun espace de discussion. Et c'est là où, je pense, le président de la République s'est fait des illusions sur Tebboune. Pourquoi ? Parce qu'il a cru que c'était un dirigeant avec lequel on pouvait négocier sans se rendre compte que l'armée, le système algérien est beaucoup plus fort que le président lui-même. Oui. L'armée qui est le chef d'état-major. Mais il faut dire que l'Algérie a eu des périodes très compliquées, bien sûr, avec le GIA, la guerre civile. La guerre civile, la décennie noire. La décennie noire, bien sûr. Donc l'armée avait été à un moment donné dépassée, en fait. L'armée a une double légitimité. La légitimité de la guerre contre la France et la légitimité de la lutte contre le terrorisme islamiste. Allez, nous poursuivons avec vous, Xavier Driancourt. Vous allez nous donner des nouvelles aussi de Boualem Sansal, qui est toujours emprisonné. Quel avenir pour lui? Nous voyons ça, évidemment, dans La Vérité en face sur Sud Radio, jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger.
La vérité en face avec Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur de France à 2 reprises, avec son livre Le double aveuglement, France et Algérie. On l'a évoqué, on va y revenir dans un instant. Et puis on se pose la question évidemment de Boualem Sansal. J'ai commencé à écrire comme on enfile une tenue de combat. C'est ce qu'a coutume de dire Boualem Sansal. Ça fait 6 mois qu'il est incarcéré en Algérie. Son procès en appel, alors ça a été renvoyé au 24 juin. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir algérien repousse une échéance. Il devait y avoir une libération pour raison humanitaire, une grâce présidentielle il y a déjà quelques temps. Voilà, on entend tous les médias qui parlent évidemment maintenant de Boualem Sansal. Est-ce qu'il va être libéré? Est-ce qu'on a des nouvelles? C'est ça? Ah oui, non. Non, on n'a pas de nouvelles et notre ambassadeur à Alger n'a pas de nouvelles non plus, puisque on lui a refusé la protection consulaire, puisque Boualem Sansal a aussi la nationalité française. Ouais. Donc en fait, on ne sait pas grand-chose de son sort. Il est à la prison de Koléa, que j'avais visité du reste, et va à l'hôpital. Alors il y a eu son procès, il a été condamné à 10 ans de prison, il a fait appel. Il a été condamné, à 5 ans de prison, alors que le procureur avait réclamé 10 ans de prison. Il a fait appel. Le procureur a également fait appel. Le procès en appel devait avoir lieu la semaine dernière et a été renvoyé au 24 juin. Alors, cette date du 24 juin est étonnante parce que, voilà, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, à la fois pour Boualem Sansal et puis pour la crise franco-algérienne? Il peut y avoir 2 hypothèses. Le 24 juin, c'est tout près du 5 juillet, qui est la fête nationale algérienne, la fête de l'indépendance en 62. On pourrait imaginer qu'un geste d'apaisement du président algérien, c'est-à-dire gracier Boualem Sansal. Mais on pourrait imaginer aussi, si entre aujourd'hui et le 24 juin, les choses s'aggravent, que du côté d'Alger, on décide le 5 juillet, dans un sursaut nationaliste, de rompre carrément les relations diplomatiques avec la France. Ah, avec la France, oui. Alors, non mais alors, sur ces scénars que vous envisagez, là, sur le premier, pourquoi il pourrait y avoir ce geste, entre guillemets, d'apaisement et de grâce de Boualem Sansal de la part de Tebboune, du pouvoir algérien? Je dis bien, c'est le pouvoir. Le pouvoir algérien, le système, avec le peuple algérien, bien sûr, quoi. Pourquoi? Parce que Boualem Sansal, c'est quand même un caillou dans la chaussure de l'Algérie. C'est-à-dire, ils l'ont gardé en prison depuis 6 mois, mais s'il lui arrive quelque chose, s'il meurt en prison, la tâche sera indélébile sur ce pouvoir algérien. Ce sera un pouvoir preneur d'otages. Ouais. Donc, il n'a pas intérêt à faire durer les choses trop longtemps. Ouais. Mais donc, il peut servir de monnaie d'échange, entre guillemets. Il peut servir de monnaie d'échange, une grâce présidentielle contre je ne sais quoi, du côté français. J'imagine qu'on renverra l'ascenseur et qu'on accordera à l'Algérie un certain nombre de garanties, entre guillemets. Par exemple, la garantie que la France soutiendra l'Algérie à l'Union européenne pour la renégociation de l'accord de 2002, qui exige de l'Algérie qu'elle reconnaisse les droits de l'homme en Algérie, entre parenthèses, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Donc, il peut y avoir aussi une garantie que on ne touchera pas à l'accord de 68, dont on a beaucoup parlé, notamment ici. Voilà, il peut y avoir des garanties françaises, en quelque sorte. Mais alors que, ce serait paradoxal, alors que certains disent qu'il faut, au contraire, être plus musclé, entre guillemets, dans notre politique des visas. C'est ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises. Oui, il faut, parce que les Algériens ne connaissent que le rapport de force. Quand je dis les Algériens, le pouvoir algérien ne connaît que le rapport de force. On a du mal à voir le bout du tunnel quand même dans cette histoire, dans cette crise avec l'Algérie. Oui. Alors que nous avons 10% de notre population qui, de près ou de loin, a des relations avec l'Algérie. Ils sont concernés par la guerre en fait d'Algérie. Vous le rappelez dans votre livre. Mais ces 10% sont très hétérogènes. On l'oublie. C'est-à-dire, vous avez les pieds noirs, vous avez les harkis. Vous avez les Kabyles, et puis vous avez les Algériens de France, vous avez les Franco-Algériens, et vous avez les clandestins. Donc vous avez une population certes importante, nombreuse, mais
assez hétérogène. Ouais. Donc c'est difficile de jouer sur ces différents... Mais certains ont évoqué à un moment donné une rupture des négociations avec l'Algérie. Ce serait quand même assez dramatique d'aller jusque-là, non? C'est la situation dans laquelle apparemment nous sommes. Hein. Il n'y a plus de contact avec l'Algérie. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis bientôt 1 an. Et l'ambassadeur de France à Alger a été rappelé il y a 1 mois et demi maintenant. Ouais. Quel est du côté algérien, quel est l'avantage de faire ça? De souder une population très nationaliste et d'assurer au pouvoir une source de légitimité finalement. C'est un peu le propre des régimes faibles, un régime qui n'a pas de légitimité démocratique ou populaire, parce que les élections sont ce qu'elles sont en Algérie. Un régime qui n'a pas de légitimité démocratique, il trouve sa légitimité dans... Il y a des élections, mais vous estimez qu'elles ne sont pas fluides, quoi. Oui, tout le monde le sait. Ouais. Et donc, on est un peu pris en fait dans une forme de piège. Est-ce qu'il y a aussi d'autres pays qui tirent les marrons du feu? Oui, il y a notamment l'Italie qui en profite énormément. Aujourd'hui? Énormément, à quel bien niveau? sûr. Au niveau politique, au niveau commercial, au niveau économique, l'Algérie a d'excellentes relations avec l'Italie. Oui. Et c'est pour ça que je pensais à un moment donné que l'Italie aurait pu jouer le rôle d'intermédiaire entre Paris et... Alors vous imaginez Alger. Emmanuel Macron qui soit contraint de discuter avec Mélanie, l'aide de Mélanie pour... Vous me demandez quel pays tire les marrons du feu, c'est l'Italie. Et il y a aussi d'autres pays, je pense. Alors bien sûr, il y a aussi les alliés traditionnels que sont la Russie, la Turquie... la Chine sur le plan économique, parce que la Chine fait beaucoup d'affaires en Algérie. Oui. Et la Russie, c'est une influence plus compliquée, plus discrète aussi, plus militaire. Mais on sait qu'il y a eu des liens dans les années 60 entre l'Union soviétique, à l'époque bien sûr, et le régime algérien. Tout à fait. Bien sûr. Et donc il y a toujours des contacts. Il y a toujours ce lien politique. Quand vous étiez ambassadeur justement de France en Algérie, vous le ressentiez ça, justement, l'arrivée, alors l'influence d'un côté de la Russie, l'influence de la Turquie qui venait de la Chine aussi. Oui, on le ressentait. Pour la Turquie, par exemple, Erdogan avait nommé une ambassadrice qui était une députée belge au Parlement européen, si j'ai bonne mémoire, et très militante. La Chine, je me souviens que mon collègue chinois me disait qu'ils étaient là pour faire des affaires et qu'il y avait à peu près 100 000 Chinois installés en Algérie. Et puis la Russie, c'était plus discret. On avait de bonnes relations à l'époque avec la Russie. Je me souviens de repas avec mon collègue russe. On célébrait l'amitié franco-russe, etc. Mais c'est une influence qui s'exerce auprès des militaires, auprès du pouvoir, une influence très discrète, très opaque. Xavier Driancourt, vous venez d'évoquer sur Sud Radio justement ce monde des affaires avec les Chinois qui sont allés aussi en Algérie pour faire des affaires. On dit aussi que nous, on est un peu tenu, la France, par les affaires et le pétrole et le gaz algérien. Vrai, pas vrai? Non, c'est pas vrai, parce que le gaz algérien, c'est seulement 7 à 8% de nos approvisionnements. Donc on pourrait s'en passer? On pourrait s'en passer. Vous croyez vraiment? Oui. Ouais. Donc si on allait vers une rupture avec l'Algérie... La France s'approvisionne auprès des États-Unis, auprès de la Norvège, auprès du Qatar. Oui. Bon, si je retiens... alors, il y a énormément de choses dans votre livre. Hein. Le double aveuglement France-Algérie, Xavier Driancourt, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et si je retiens aussi un autre point de ce que vous avez dit, beaucoup de choses peuvent se jouer à la fin juin et début juillet, notamment pour Boualem Sansal et peut-être les relations entre la France et l'Algérie. Autour du 5 juillet, encore une fois. Autour du 5 juillet, qui sera la fête nationale algérienne. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Dans un instant, ça continue évidemment avec Valérie Expert, Gilles Gansman, et on va parler de la radio. Oui, on va parler de la radio et de la fête de la radio avec la nouvelle voix à l'Arcom qui régule les médias, la nouvelle voix en charge notamment de la radio. Vous allez découvrir évidemment tout ça dans un instant et puis les débats continuent bien sûr sur Sud Radio.